Bonjour, Philippe Fulsac ici, et nous allons continuer notre pérégrination euh, vers le théorème CAM, le théorème de Kolmogorov, Arnold et Moser. Alors donc voici le principal investigateur de ce théorème, qui est Andrei Kolmogorov, euh, un des plus grands mathématiciens russes, mathématicien qui a surtout travaillé à l'époque soviétique. Comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, Kolmogorov a attaqué le problème de la stabilité, non seulement du système solaire, mais des systèmes dynamiques. Mais la motivation principale était celle de, effectivement, déjà soulignée par Laplace et d'autres, sur la stabilité du système solaire. Voici le système solaire. Vous voyez donc le cortège de planètes, les planètes intérieures, plus proches du Soleil que la Terre, les planètes extérieures, avec des grosses bestioles, hein, puisque vous avez quand même Saturne, Uranus, Jupiter, Neptune, sont des grosses planètes. D'accord. Vous voyez aussi qu'il y a une sorte de dissymétrie finalement, puisque les grosses planètes sont plutôt extérieures au système, et les petites planètes plus proches du Soleil. Il doit y avoir probablement une raison physique et mécanique à ça. Euh, assez joli diagramme ici. Et la question donc est de savoir si, au-delà des nombreuses fluctuations que connaissent les trajectoires de ces planètes, évidemment il y a comment dire, il y a des irrégularités dans la trajectoire géométrique de ces planètes qui sont simplement apparentes de la Terre, comme par exemple quand on voit un mouvement rétrograde d'une planète, c'est simplement un effet de perspective. La planète n'a pas l'orbite n'a pas de nœud en tant que tel, puisque c'est une orbite en première approximation qui est elliptique autour du Soleil, mais on a l'impression, par un effet de perspective, en le regardant de la Terre, que la planète fait marche arrière sur son orbite. Ça, c'est le grand avantage du système copernicien ou du système héliocentrique par rapport au système géocentrique, évidemment. C'est de grandement simplifier la, la description géométrique des orbites des planètes autour du Soleil. Alors, euh, donc, est-ce que ces planètes vont rester et continuer leur balai, aussi régulier soit-il, mais d'une manière immuable autour du Soleil, ou est-ce qu'il va se passer autre chose? Est-ce que certains astres vont être éjectés du système solaire? Que va-t-il se passer en temps infini? Évidemment, c'est une abstraction mathématique de parler du temps infini, mais en fait, de facto, c'est comme dire l'évolution du système solaire à long terme est quand même un problème très intéressant. Or, on peut regarder jusqu'à un certain point dans le passé, et j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, et on ne peut pas prévoir l'avenir, mais le passé nous dit beaucoup, et le passé est quand même assez conséquent, puisque si on pense que la Terre a à peu près 5 milliards d'années, donc on voit quand même que ça représente quand même un certain nombre de révolutions autour du Soleil. Et donc on peut effectivement tester nos questions de stabilité en regardant vers le passé. C'est ce que font certains astronomes comme Jacques Lascar, par exemple. Euh, alors, je reviendrai là-dessus plus tard, mais j'aimerais souligner une chose amusante à propos de Kolmogorov. Évidemment, si on regarde l'affrontement entre mouvement, mouvement stable et mouvement instable, ou mouvement permanent et mouvement chaotique, hein, quand on prend les deux extrêmes. D'un côté, on peut avoir des trajectoires ergodiques ou chaotiques, euh, comme par exemple les trajectoires des géodésiques sur une surface de courbure négative, ou flots d'Anosov, tels qu'on les appelle. Et de l'autre côté, on peut avoir des mouvements strictement périodiques qui se referment, comme par exemple une trajectoire d'un point sur un cercle ou un pendule qui oscillerait de manière indéfinie, ou plutôt de manière permanente. Évidemment, on sait que ces mouvements-là ne sont pas possibles, et on a toute cette culture, hein, et tout cet héritage de l'importance
du mouvement perpétuel. Donc le mouvement perpétuel, c'est effectivement le mouvement parménidéen au sommet, hein. Donc c'est un mouvement qui se répéterait identique à lui-même pour toujours. Alors ça a fait bien sûr ça a fait rêver les humains. Et j'aimerais juste vous parler un petit peu donc du perpetuum mobile, du mouvement perpétuel. Alors, ça a commencé déjà au, au Moyen Âge, des gens très ingénieux comme Villard de Honnecourt, on parle du XIIe siècle ici, hein. Vous voyez ici des dessins très élaborés, hein, XIIe, XIIIe siècle, hein, de Villard de Honnecourt, qui représente une chevelure sous forme de feuillage et très très géométrique. Euh, c'est vraiment un dessin vraiment très intéressant, euh, réalisé par quelqu'un qui visiblement pense aux symétries, pense aux mathématiques. D'ailleurs, il était aussi ingénieur, architecte, et il a donc euh, réalisé un dessin considéré comme un des premiers dessins de machines perpétuelles. Donc je vais vous le montrer. Oups. Euh, bon, ici, voilà. Alors là, vous avez donc euh, ce dessin de la machine perpétuelle de Villard de Honnecourt. Dessin très intéressant qui représente une roue qui est animée d'un mouvement, donc probablement dans le sens des aiguilles d'une montre ici, avec des maillets sur son pourtour. Et vous voyez que les maillets retombent et donc entraînent la roue dans un mouvement supposément perpétuel. Ce que je trouve intéressant aussi dans ce dessin, c'est qu'on a l'impression réellement que se combinent dans ce dessin deux genres de vues. Une vue frontale, hein, et puis une vue de côté ou de perspective, puisque quand vous regardez l'axe de la roue, vous voyez bien qu'elle n'est pas, elle ne correspond pas au plan frontal. D'accord? Très intéressant. C'est comme si on avait la fusion de deux dessins, de deux dessins en géométrie projective, une de face et une de côté, mais représentés sur le même schéma. Je trouve ça très intéressant. J'ai jamais vu une discussion de ça, mais je trouve ça assez intéressant. Voilà, donc ça c'est Villard de Honnecourt, et évidemment, Seth, il n'est pas le seul à s'être intéressé à ça. Euh, Ensuite, bon, on a bien entendu des figures géométriques qui sont associées à ce mouvement perpétuel. On a par exemple la spirale. Voici, spirale, voici un dessin de Dürer. Et la spirale, effectivement, bon, on peut la retrouver aussi en peinture. Donc finalement, c'est une figure allégorique du mouvement perpétuel, hein, elle a une sorte de côté fractal. La spirale, elle est finalement invariante par un certain groupe de rotation qui mélange à la fois rotation et dilatation. Là, vous voyez une gravure, célèbre gravure de Dürer encore, la mélancolie, et peut-être une atteinte ou un essai pour essayer de regarder la composition du tableau un petit peu avec on va dire, des allures franc-maçonniques, avec un triangle, une spirale, des cercles, des boules, etc. Et vous voyez un carré magique ici, célèbre gravure de Dürer. Ces spirales, cette spirale, on peut la retrouver même dans les cheveux de, ou comme vous là, par exemple, vous avez comme une esquisse de spirale dans la chevelure magnifique donc de ce portrait, peut-être Botticelli, vraiment extraordinaire, extraordinaire portraitiste.
une grande délicatesse. D'ailleurs, je pense que dans la naissance de Vénus, les, les, dans la naissance de Vénus, les cheveux ont été dessinés avec de l'or. Euh, Magnifique, encore une fois. Là, vous avez peut-être aussi un mouvement de spirale. C'est encore le mouvement perpétuel. Euh, la naissance de Vénus. Et encore une fois, des essais, peut-être, qu'on peut discuter, pour essayer de retrouver des proportions telles que le nombre d'or, ou des spirales dans ces décompositions de, euh, de Botticelli. C'est la recomposition de Botticelli. Encore une autre, ici, assez réussie, je dirais. Voilà, alors, bon, encore d'autres exemples. Ces machines perpétuelles, hein. Et donc, notre ami Kolmogorov, si vous lisez l'article, sa biographie sur Wikipédia, vous découvrirez que Kolmogorov, quand il était enfant, évidemment un enfant prodige, euh, s'amusait à concevoir des machines perpétuelles si ingénieuses que ses professeurs de technologie ou de physique eux-mêmes ne pouvaient pas déceler les problèmes que ces machines euh, recélaient. Donc, dès son plus jeune âge, hein, euh, Kolmogorov était intéressé par les machines et par le mouvement, et notamment par le mouvement perpétuel. Donc, c'est quand même très symptomatique du travail qu'il va faire plus tard sur les systèmes dynamiques, où il va précisément regarder quel est le côté, si vous voulez, permanent ou stable dans les systèmes dynamiques en général. Son théorème est vraiment présente un aspect générique et il s'intéresse effectivement au problème, si on veut, du mouvement perpétuel. Alors quoi d'autre dans ces petites images? L'image d'une planète qui tourne sagement et perpétuellement autour du Soleil. Vous voyez ici que cette image va se répéter pour toujours. Évidemment, c'est une animation GIF de quelques images. Et donc, voilà, on voit quelques fluctuations, hein. On voit une combinaison de mouvements ici, hein. En fait, des mouvements sur un corps, si on veut. Et ce mouvement-là, quasi périodique, ça va être la base de la réflexion de Kolmogorov. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ici? Je vais vous montrer ces petits objets qu'on achète et qu'on trouve sur le mouvement perpétuel. En voilà un. Vous pouvez commander sur Amazon, hélas. Euh, et voilà, bon, ce mouvement perpétuel, vous pouvez aussi le trouver dans cette fameuse gravure de Escher, d'accord? Où là, effectivement, si vous analysez ce qui a été fait, si vous analysez ce tableau, vous allez voir que la clé est effectivement une invariance par un groupe de transformation qui utilise une forme de, si on veut, spirale logarithmique dans le plan complexe. Donc ça, on parle de l'effet Drost, hein, et Cher est évidemment familier avec ces effets qu'il manipulait avec une énorme dextérité. Voilà, donc ça c'est pour mettre la table, on va dire, hein. Et maintenant, nous allons donc nous lancer dans le vif du sujet et regarder ce qu'a fait Kolmogorov. Évidemment, comme le sujet est relativement compliqué, hein, je ne vais pas vous faire une théorie vraiment tout à fait détaillée du travail de Kolmogorov, mais je vais vous introduire à
Ça a donc assez de théorie. Voilà. Donc, euh, on va considérer les notes que j'ai préparées sur ce papier. Donc, alors, on va pas commencer par la chose la plus compliquée, hein. On va pas attaquer tout de suite on va pas attaquer tout de suite la généralité du théorème de Kolmogorov, mais je veux donc vous parler de l'idée principale. Donc, en 1954, Kolmogorov publie en quelques pages dans un journal de mathématiques lu uniquement en Russie, hein, il publie un théorème euh, qui lui permet de montrer que, euh, que les systèmes hamiltoniens euh, totalement intégrables, complètement intégrables, donc des systèmes tout à fait calmes et prévisibles, qu'on peut intégrer par quadrature, peuvent subir une perturbation et on peut en fait conserver le caractère quasi-périodique des orbites par déformation, par petite déformation de ces systèmes de référence. Et pour comprendre de quoi il s'agit, le plus simple, c'est de suivre des exemples en dimension 1. Et peut trouver plusieurs tels exemples sur Internet. En particulier, il y a une très bonne présentation de Philippe Robutel, qui est un astronome et qui est en fait directeur adjoint de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides, IMCCCE. Et je vais m'appuyer sur sa présentation pour justement vous parler de cet exemple simple. Donc il s'agit de vous introduire à la théorie de Kolmogorov, euh, développée cette fameuse année en 1954. Donc pour s'entraîner et avant d'attaquer le problème dans toute sa généralité, regardons simplement des systèmes dynamiques, c'est-à-dire essentiellement un système d'équations différentielles en dimension 1. Et alors le système le plus simple, c'est le pendule, l'oscillation du pendule. Alors, les pendules, on peut aussi le représenter finalement sur un cylindre, hein, une forme de pendule très simple. Donc l'espace des phases, ça sera notre cylindre, et on va regarder des mouvements de rotation, tout simplement des mouvements de rotation en temps discret. Donc on va simplement prendre un point sur un cercle ici, donc un cercle qui est simplement la section du cylindre par un plan horizontal, on va dire. Et on va dire que le cylindre a un axe vertical, juste pour donner un exemple. Et donc la dynamique est très simple. À chaque clock, à chaque tic d'horloge, on tourne d'un angle alpha. Donc alpha, la dynamique est simplement décrite par un seul nombre réel, alpha, qui est simplement l'angle dont on tourne par unité de temps. Et on va regarder simplement qu'est-ce qui se passe géométriquement et topologiquement dans ce système dynamique. Comment est-ce qu'il évolue? Et ça va être donc le système de référence. Donc évidemment, si vous regardez, vous restez dans le plan, chaque point tourne donc sur le cercle à sa hauteur, il tourne d'un angle alpha. Et puis il continue, deuxième tic d'horloge, il retourne d'un angle alpha, etc. D'accord? Alors vu de haut, là, j'ai pris simplement une section, un cercle, et si vous prenez alpha égale un quart, eh bien, vous partez ici, d'un certain angle, θ. Donc θ, c'est simplement votre angle qui repère la position de votre point sur le cercle, ici. Et vous tournez d'un angle, ok, un quart de tour, un quart de tour, un quart de tour, vous revenez au départ. D'accord? Donc là, finalement, vous voyez que vous explorez seulement 4 points, hein. À chaque condition initiale, vous n'explorez que 4 points. D'accord? Donc l'orbite est une orbite simplement constituée d'un nombre fini de points, 4 ici, et elle se répète toujours à l'identique. Donc finalement,
on parcourt ces 4 points pour toujours, dans le cas où alpha égale 1/4. Alors, la situation est totalement différente si vous prenez évidemment un nombre irrationnel, un angle irrationnel, qui n'appartient pas donc à l'ensemble des fractions. Et donc là, si vous partez d'un angle quelconque, vous allez vous apercevoir que vous ne pouvez évidemment jamais retomber sur vos pas. Et en fait, on peut montrer que l'ensemble des points que vous décrivez, donc l'orbite est dense, hein. Elle est dense c'est-à-dire que sa fermeture ou son adhérence, c'est le cercle tout entier. D'accord? Ce que j'ai marqué ici, trajectoire, adhérence de la trajectoire, c'est le tore. Ce symbole-là, ce n'est pas pi, c'est le tore en dimension 1. C'est un T avec une branche un peu bizarre. Voilà. Donc ça, c'est un cas, on va dire, prototypique, le cas le plus simple presque, probablement le cas le plus simple, de dynamique parfaitement intégrable. On connaît l'expression analytique du flow, hein. Le flow, c'est donc l'intégration de ces systèmes dynamiques. En fait, on ne parle même pas d'équation différentielle ici. On donne simplement la variation en temps discret. On ne parle pas d'équation différentielle parce que pour simplifier encore plus, on a pris un système discret. Donc, c'est vraiment une fonction qu'on itère, qui est une rotation d'angle alpha. OK. Donc, oui, alors évidemment, les angles sont à prendre modulo 1, hein, ou modulo 2π, bon, ça revient au même, hein. Et le cylindre, l'espace des faces, c'est ça, θ, y. Et alors, donc, cet espace cylindre, il est donc feuilleté si vous regardez, il est composé de tranches. Chaque tranche est un cercle, et donc, il est feuilleté en tore invariant. C'est-à-dire que tout l'espace, cercle par droite, R, le produit cartésien de la cercle par la droite, ok, il est constitué d'une union, tout simplement, d'un feuilletage, une union disjointe de tores qui sont invariants, tores de dimension 1, le cercle, qui sont invariants par le flot. Et, et voilà, donc à la hauteur y0, voilà le cercle invariant. D'accord? Et effectivement, la dynamique xy envoie xy, donc la dynamique de base, F0, envoie xy sur x décalé de alpha, l'angle x est décalé de alpha, et on ne change pas la hauteur. C'est ça la dynamique. Et quand on itère évidemment cette application, on a bien x plus n multiplié par alpha, et on reste à la même hauteur. Évidemment, on reste aussi sur le même cercle, hein. Et donc ça, c'est le système hamiltonien, donc conservatif de référence, si vous voulez. Alors évidemment, c'est un système hamiltonien photographié, stroboscopé à des moments entiers, on va dire. Alors maintenant, ce qu'on voudrait, c'est qu'on voudrait le perturber. C'est ça la base de l'idée de Kolmogorov. C'est qu'est-ce qui se passe si on le perturbe? Et en particulier, est-ce qu'on peut le perturber, d'accord, de manière à ce que le système reste stable comme ça? Ce système est très stable puisque chaque cercle est invariant, donc il a une tonne, hein. En fait, tous les cercles sont sagement, se reproduisent euh, perpetuum mobile sur chaque cercle. Le mouvement perpétuel sur chaque cercle. D'accord? Que se passerait-il si on perturbait maintenant le système dynamique, ou le hamiltonien, si on veut? Euh, Est-ce qu'on pourrait continuer d'avoir un mouvement avec des trajectoires invariantes qui se referment comme ça? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir, pour modéliser la perturbation, on va choisir une petite fonction u, des angles dans R, et un nombre petit, epsilon, et on va fabriquer une version perturbée du système dynamique, donc de la fonction f0, qu'on va appeler f epsilon. F epsilon va envoyer xy sur x plus alpha. Donc là, vous voyez que on a choisi de ne pas changer la dynamique du tout. Il n'y a aucune influence de U sur l'angle.
Donc θ fait la même chose, mais à la différence d'avant, ce qu'on fait, c'est qu'on perturbe maintenant la hauteur. C'est-à-dire qu'on ne reste pas à la même hauteur ici, d'accord? On va maintenant changer finalement de y. Le y va évoluer dans le temps. Et ce y, on va l'autoriser à évoluer avec la position angulaire, donc y plus epsilon multiplié par u de x, d'accord? Donc, encore une fois, d'accord, vous voyez que la perturbation est caractérisée par deux choses, u et epsilon, d'accord? Ok, donc le même mouvement en rotation ici, en θ, mais finalement, le mouvement est plus compliqué puisque maintenant on peut osciller verticalement avec euh, une fonction de l'angle, d'accord? Donc, d'une certaine manière, on voit aussi une sorte que on parle de système stationnaire ici, hein, puisque vous n'avez pas le temps n'est pas explicite, d'accord? Vous allez répéter indéfiniment la même dynamique, d'accord? Donc, on a une dynamique effectivement stationnaire. On va itérer cette fonction-là, d'accord? Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut trouver encore des courbes fermées invariantes dans le système perturbé? C'est ça la question qu'on se pose. C'est la question de base de Kolmogorov. Alors, ce qu'on va essayer de faire, hein, c'est qu'on va essayer de regarder si on peut fabriquer des courbes invariantes. Donc, je vais appeler ça C epsilon pour la dynamique perturbée, hein, c'est pour ça que je mets un petit epsilon ici. Et ces courbes invariantes-là, on va les modéliser comme étant de la forme θ et y0 plus epsilon v de θ. D'accord? Donc, on va chercher si on peut, s'il existe, si on peut fabriquer des fonctions v, hein, qui nous permettent de rendre cette courbe invariante par la dynamique perturbée, cette dynamique-là. D'accord? Donc, vous voyez que vous avez deux notions de déformation, si vous voulez. D'une part, vous déformez le système dynamique, mais maintenant, ce que vous voulez, c'est aussi déformer les tors initiales, à savoir θ, y0, qui était notre tort initial. Vous voyez que là, on est en train d'essayer de déformer d'une manière qu'on ne connaît pas, hein, plus epsilon v de θ. On est en train de déformer ça pour que cette, cette, euh, cette courbe-là, quand on la suit par le système dynamique, est invariante par le système dynamique et forme une courbe donc fermée. Évidemment, elle forme une courbe fermée puisque θ, ça, il n'y a pas de problème. On sait très bien que ça se referme puisque θ revenant à sa propre valeur, d'accord? Le fait qu'on ait modélisé ça comme ça fait que v de θ va revenir à sa propre valeur, effectivement, hein, parce que si θ revient à une certaine valeur, bon, on va demander que v de θ ait les mêmes caractéristiques, que ce soit périodique en θ, d'accord? Et donc, effectivement, on va se refermer sur nous-mêmes. Alors, à quelles conditions l'application V existe-t-elle? Dans cet exemple très très simple. Alors, pour que cette courbe-là soit invariante, il faut qu'elle soit respectée par le flot. C'est-à-dire qu'il faut que la dynamique, f epsilon, celle-là, là, envoie cette fonction, envoie la courbe sur elle-même. D'accord? Donc, il faut que ce point-là appartienne à C epsilon. Alors, d'une part, on peut prendre un point de cette courbe, d'accord? Et on peut lui appliquer la dynamique, c'est ce que j'ai fait ici, d'accord? Et d'autre part, on veut que ce point-là soit sur la courbe C epsilon. Donc, on veut que ce point-là soit de cette forme-là. Donc, en combinant 1 et 2, on veut trouver V pour que finalement 1 et 2 soient compatibles. Il faut que pour tout état, et pour tout epsilon évidemment assez petit, on va dire, on veut trouver V pour que tous ces couples-là soient de cette forme. Alors, puisque on a donc deux fonctions, u de θ, on va dire que u de θ est donné, la déformation u de θ est donnée, donc on a perturbé, on se fixe ce dérangement,
Et donc finalement, bon, on va peut-être assigner une contrainte sur ce dérangement, on va voir laquelle, et cette perturbation, et ensuite on va essayer de trouver V. Alors évidemment, puisqu'on cherche des fonctions périodiques, c'est logique de penser à la transformée de Fourier, puisque toute fonction périodique peut se développer en série de Fourier. Et donc j'ai noté U chapeau de K, je vais noter U chapeau de K les coefficients de Fourier de U, et V chapeau de K les coefficients de Fourier de V. Et donc en particulier, U peut s'écrire comme une somme sur tous les K appartenant à Z, l'ensemble des antirelatifs, des U chapeau K multiplié par exponentielle 2pi k θ. D'accord? Ça, c'est simplement l'expression de U, la reconstruction de U sous forme de série de Fourier. Alors, en appliquant justement ces conditions 1 et 2, d'accord, on voit très facilement que, en fait, la condition, c'est que pour tous les K appartenant à Z, on doit avoir E puissance 2i pi k alpha moins 1, V chapeau de K égale U chapeau de K. D'accord? Tout simplement, très simplement, en matchant ça et ça, et en comparant tout simplement en comparant les coefficients de Fourier. Donc on arrive à un système d'équations, un système d'un nombre infini d'équations. Pour tous les cas, hein, on a une double infinité d'équations, si on veut, ici, hein, pour les cas négatifs, pour les cas positifs, et on veut toujours ça. Donc, on a l'impression qu'on peut donc reconstruire de manière très simple, hein, en fait, de manière linéaire, on peut reconstruire les coefficients de Fourier de V par ce filtre linéaire-là, hein, qui en simplement on veut diviser les coefficients de Fourier de U par ce multiplicateur. Alors, si k égale 0, U chapeau 0 doit être égal à 0, et donc on en déduit que U chapeau 0 doit avoir, qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de U de θ dθ, doit être égal à 0, ce qui exprime que la moyenne de U doit être nulle, ce qui semble logique. Donc on va s'intéresser donc aux perturbations, tout simplement telles que, bon, U, on va voir s'il y a d'autres conditions sur U, mais pour l'instant, on voudrait que ce U-là, qu'on impose ici, là, oscille en moyenne de 0. Quand on fait un tour, l'intégrale de la différence de hauteur, du delta y, est nulle. Donc, de temps en temps, on va au-dessus, de temps en temps, on va au-dessous, les au-dessus se compensent avec les au-dessous, et voilà. OK? Et par ailleurs, pour k différent de 0, on trouve ça. On peut trouver V chapeau k comme ça, à condition que, évidemment, il y a une condition, bien sûr, c'est que ça ne pourra marcher que si alpha n'est pas rationnel. Parce que sinon, si alpha est rationnel, forcément, il y aura un k ici qui va nous donner 0. D'accord? Donc le dénominateur ici, c'est le problème, on appelle ça des petits diviseurs. Donc c'est la première fois qu'on va voir ça dans cette série de vidéos, le problème des petits diviseurs. Et là, les diviseurs, même des diviseurs nuls. Donc on peut dire qu'il y a résonance si alpha appartient à Q, s'il est rationnel, parce qu'il existe un cas tel que ça soit 0, et donc V chapeau K serait infini, ce qu'on ne peut pas accepter. Donc, on va certainement s'intéresser aux alphas irrationnels, d'accord? Et donc, le candidat pour V, c'est simplement de reconstruire V par ces coefficients-là. Et donc, on a V chapeau 0, V, donc en série de Fourier, V égale une certaine constante, qui n'a pas d'intérêt particulier, plus, et donc les coefficients de Fourier de U multipliés par ceci divisé par ce dénominateur-là. Donc on va supposer que alpha n'appartient pas à Q. Mais, attention, on n'est pas sûr que ceci fonctionne, puisque cette série-là, on veut évidemment qu'elle converge. Donc, ça nous donne des conditions supplémentaires. Le fait de simplement demander que alpha n'appartienne pas à Q garantit simplement que le dénominateur ne va pas être nul, mais ce n'est pas suffisant. Donc il faut
en fait, que le dénominateur là soit suffisamment non nul, de manière à ce que cette série converge, hein, par exemple converge absolument. Et alors là, on pourra dire qu'on aura pu construire, la fonction V, d'accord? Donc comment maintenant garantir que cette série, converge avec, c'est-à-dire que le dénominateur soit suffisamment, non nul? Alors, c'est là qu'apparaît une définition qu'on peut appeler condition diophantienne, diophantienne, de Diophante, mathématicien grec et auteur, inventeur des équations diophantiennes. Alors, comment donc, trouver quels sont les réels alpha qui sont protégés de dénominateurs trop petits? Quels sont les nombres rationnels qui sont très irrationnels? Il faut donner un sens à ça, un nombre très irrationnel. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait appeler nombre très irrationnel? En définition, on va appeler nombre diophantien un nombre réel alpha qui est tel qu'il existe une constante positive et un R plus grand que 2, de sorte que quand on prend n'importe quelle fraction rationnelle, avec un dénominateur positif, disons, eh bien, la distance entre alpha et la fraction est plus grande que c divisé par le dénominateur de la fraction avec à la puissance r. D'accord? Alors, à la clé, notez bien, c'est la valeur limite de r qui est 2 ici. Alors donc, on voit apparaître donc un nouveau concept, le concept de nombre diophantien. Et les conséquences de cette définition sont les suivantes. D'abord, est-ce qu'on peut se demander s'il existe des nombres diophantiens? Et alors, comme exercice, je vous propose de prouver qu'il existe des nombres diophantiens en effet, puisque le nombre d'or, qui, comme vous le savez, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Alors, exercice, le nombre d'or est diophantien, en effet, puisque le nombre d'or moins n'importe quelle fraction est toujours plus grand que 1 sur racine de 5 fois q au carré, à démontrer en exercice. Donc, dans la deuxième conséquence, c'est que si vous avez un nombre diophantien, alors on pourrait dire aussi un nombre R diophantien, hein, simplement pour exprimer le degré de diophantisation ou de diophantinité du nombre, alors on est bien protégé pour la série. Pourquoi? Parce que la distance entre E, I de pi k alpha et 1, d'accord? Elle est alors plus grande que 4 fois c divisé par le module de k, donc c'est le coefficient entier là, à la puissance r-1. Et alors, notez bien, pourquoi est-ce que je dis bien protégé? Parce que d'une part, on a ça, et d'autre part, que maintenant, si maintenant on somme, d'accord, les k à puissance moins s pour s plus grand que 1, on sait très bien que cette série converge, d'accord? Et donc, on obtient que, euh, ces nombres diophantiens vont être utiles pour la construction de notre tore invariant perturbé, la construction de la fonction V. D'accord? Alors en plus, le complémentaire de l'union de tous les diophantiens a une mesure de Lebesgue nulle dans R. Donc dans ce sens, on peut dire on a une chance on est quasiment certain, si on prend un nombre au hasard, qu'il est diophantien. La chance d'être diophantien est non diophantien est nulle. Donc on revient à notre problème et on voit donc que maintenant, euh, euh, si on utilise pour alpha un nombre diophantien, on peut donc borner la solution putative de notre coefficient de Fourier pour V, V chapeau K, par U chapeau K. Bon, là, attention, c'est un U chapeau K. Module de K puissance R-1. Voilà. Et en dessous, on a simplement la constante. D'accord? Donc, si U est
Et alors là, on veut donc que cette série de coefficients de Fourier, la série des coefficients de Fourier de chapeau converge, hein, au sens L2 par exemple. Et donc pour assurer ça, il faut que U chapeau, le coefficient de Fourier de U chapeau, converge, tende vers 0 suffisamment vite. Hein. Et bon, il y a effectivement il y a un lien entre le degré de lissage et la décroissance des coefficients de Fourier à l'infini. C'est aussi, on utilise ça notamment, par exemple, quand on regarde les distributions de Schwartz, hein, avec des distributions tempérées, etc. Et en particulier, si U est C infini, si U est infiniment dérivable, alors quel que soit P appartenant à N, il existe une constante telle que le coefficient de Fourier de U soit plus petit que CP, K, module de K, moins P. Finalement, on peut penser, si vous voulez comprendre ce qui se passe ici, il suffit de comprendre quel est le lien entre convolution et, et transformation de Fourier. Vous savez que la transformée de Fourier transforme des convolutions en produits. Vous savez que la dérivation, c'est une convolution avec un opérateur de Dirac. D'accord. Donc, vous voyez que là, il y a tout simplement une relation entre décroissance polynomiale décroissance polynomiale des coefficients de Fourier et degré de lissage de U, degré de régularité. Et donc, par conséquent, pour un P assez grand, le coefficient de Fourier de V chapeau K est plus petit que C'P fois module de K, R-P-1. Et donc, on trouve que, effectivement, on peut garantir que V converge. Une autre approche, ça serait de choisir que U soit analytique sur une bande, par exemple la bande imaginaire des parties imaginaires inférieures à un nombre donné. Si on prend donc pour θ A plus IB, on le décompose en parties réelles et parties imaginaires, et on se restreint à une bande qui est parallèle à l'axe des abscisses. Alors, on peut montrer cette relation suivante, que, de nouveau, V chapeau K est plus petit que ça. Et alors là, on a une même décroissance exponentiellement rapide. D'accord? Avec K. Donc, et en fait, Kolmogorov, effectivement, dans son approche en 1954, va supposer les Hamiltoniens et les perturbations qui sont analytiques. Il va tout écrire, toute sa théorie, il va l'écrire dans le cadre analytique, parce que c'est un cadre qui est agréable pour obtenir, finalement, on n'a pas besoin de trop se soucier des problèmes de régularité. Les perturbations seront analytiques, etc. Toutes les transformations seront analytiques, tout sera analytique dans la théorie de Kolmogorov. D'accord? Mais cette restriction sera levée plus tard par Jürgen Moser, qui demandera que la perturbation soit au moins régulière, c'est-à-dire des dérivées jusqu'à 550. Je ne blague pas, c'est réellement ce que Jürgen Moser a demandé. Et plus tard, on a simplifié encore davantage sa preuve. Et aujourd'hui, on pense qu'une fonction 2 fois dérivable suffit pour faire l'affaire. D'accord? Alors donc donc on en déduit donc, hein, qu'on a été capable de remplir le programme qu'on s'était assigné, à savoir que en perturbant les tors invariants dans notre système de départ, on a pu effectivement créer des tors invariants déformés à partir des tors invariants précédents. Et ils sont invariants maintenant dans la nouvelle, dans la dynamique perturbée. Ce qui veut dire que la dynamique perturbée n'a pas besoin d'être intégrable, pas du tout. Et on a quand même un moyen de dire, ah ben, il y a des mouvements stables et périodiques dans cette nouvelle dynamique. Mais le problème, c'est que cet exemple-là, hein, où on avait essentiellement U de θ égale V de θ plus alpha moins de θ, donc c'est cette relation-là ici, en fait, qui exprime la même chose dans l'espace original, pas dans l'espace de Fourier. C'est cette équation-là, équation de différence,
qui a donné l'équation de Fourier, le système d'équations de Fourier ici, hein. Ça, c'est deux versions. C'est la version dans les deux versions duales de la même condition. Mais ces deux équations-là sont linéaires et elles ne sont pas représentatives, donc elles ne sont pas représentatives de la situation générale. En général, on ne peut pas traiter la perturbation par une transformation linéaire. Donc, il nous faut peut-être essayer de généraliser un petit peu cet exemple pour trouver une situation plus réaliste. Et la situation plus réaliste, la plus simple, hein, c'est de faire la chose suivante. Maintenant, on va considérer une nouvelle dynamique qui est la suivante. Donc, à x, y, on va regarder maintenant la situation où x, y associe au point x, y est associé le point x plus y et y plus epsilon u de x. Alors là, la dynamique est plus compliquée. Alors là, je vous donne à la fois, si vous voulez, comment dire, le système de référence, puisque vous prenez epsilon égale 0, vous obtenez le système de référence, et le système perturbé. Mais la différence, c'est que ici, vous voyez que on utilise la hauteur elle-même pour la rotation à la hauteur y. C'est-à-dire que la vitesse de rotation, si on veut, ou l'angle dont on tourne, c'est y à la hauteur y. Et donc, on tourne dans un sens. Pour y positif, on tourne dans un sens. Et pour y négatif, on tourne dans l'autre sens. On ne tourne même pas du tout quand y égale 0. Et évidemment, la vitesse de rotation, si on veut, ou l'angle devient grand quand y est grand et devient plus petit, etc. Quand y est plus petit. Évidemment, tout ça, c'est à prendre modulo 1, bien sûr. D'accord? Donc là, que se passe-t-il? Bon, pour epsilon égale 0, on a ça, hein. Et donc, on voit que si on prend de nouveau une hauteur donnée, y égale alpha, eh ben, x alpha est encore transformé en quelque chose alpha. D'accord? Donc, les cercles horizontaux restent invariants. Donc, les tors invariants sont les mêmes dans ce nouveau système. D'accord? Même si l'expression dynamique a légèrement changé, les tors sont les mêmes. Les tors invariants sont les mêmes. On a évidemment la même dichotomie, c'est-à-dire que si on prend alpha, la hauteur alpha, quand on prend une hauteur qui est irrationnelle, on a des trajectoires denses, et quand on prend une hauteur rationnelle, on a des trajectoires finies, hein, qui explorent un nombre fini de points qui retombent sur elles-mêmes. Alors maintenant, la recherche de courbes invariantes va être un peu plus sophistiquée, parce que, alors dans le cas perturbé, on va essayer maintenant de trouver une dynamique. Donc la transformation, ça va être xy est envoyé sur θ plus, ou égal à θ plus epsilon w θ et alpha plus epsilon v θ. D'accord? La dynamique, c'est encore ça. D'accord? Et on veut déformer le système de cette manière. Alors donc, on exprime maintenant le problème en équation, hein, et c'est donc, ça, c'est le candidat pour la courbe invariante dans la dynamique perturbée, hein. Donc, si on exprime maintenant exactement comme on l'a fait avant, la condition que cette courbe déformée soit invariante dans la dynamique perturbée, eh ben, on trouve deux équations qui donc qui portent sur alpha, sur v et sur w, u étant supposé donné. D'accord? Donc maintenant, on n'a pas une seule fonction, on a deux fonctions, hein. On doit déformer à la fois le parcours le long du cercle et le parcours en hauteur, hein. W paramétrise la déformation le long du cercle et V paramétrise la déformation en hauteur sur Y, sur l'axe des Y, le long de l'axe du cylindre. Donc là, si on exprime maintenant c'est la condition que cette courbe soit invariante, on trouve deux équations. Donc on trouve
l'équation U de θ plus epsilon W de θ, double parenthèse, égale W de θ plus 2 alpha moins 2W de θ plus alpha plus W de θ, et l'équation V de θ égale W de θ plus alpha moins W de θ. Ça, c'est facile à vérifier. Alors, on voit quoi? On voit que la première équation maintenant, la deuxième équation ressemble très fort à celle qu'on a déjà vue. C'est une équation simplement aux différences finies, hein. Donc, c'est une équation de type linéaire. C'est parce que j'ai mis un L ici. Mais par contre, la première équation est beaucoup plus compliquée puisqu'elle est farouchement non linéaire. Vous voyez ici que U est à l'extérieur et que W est à prendre dans U. Donc, que doit-on faire? On doit trouver la racine, si on veut W, de cette équation fonctionnelle, hein, cette équation fonctionnelle-là. Donc, il nous faut une méthode, finalement, pour travailler à résoudre des équations dans des espaces de dimension infinie. Puisque W, ce n'est pas un nombre, hein, j'ai appelé ça racine, mais c'est la solution de cette équation, et donc W étant une fonction, c'est un nombre infini de nombres, W. Donc il nous faut des méthodes plus générales que les méthodes qu'on utilise, par exemple, pour résoudre les équations polynomiales, mais là, pour résoudre ce type d'équation fonctionnelle. Alors comment est-ce qu'on va faire, ou comment Kolmogorov procède? Alors Kolmogorov lui-même, dans sa preuve, il va procéder par une généralisation de la méthode de Newton. Et on essaiera de développer justement cette forme généralisée dans la preuve plus complète du théorème de Kolmogorov dans une autre vidéo. Mais je continue donc l'exploration de de cette équation fonctionnelle. Et donc, l'idée, c'est qu'on va trouver W, cette fonction W, on va la trouver tout simplement itérativement sous forme d'une série. Donc, on va la raffiner en appliquant des corrections successives. Et donc, euh, on va construire W finalement sous la forme d'une somme, W0 plus W1 plus W2, etc., où chaque fois, on résout une équation différente, d'accord, de manière à pouvoir satisfaire ces deux conditions, d'accord, à la limite. D'accord? Donc ça, W, une fois exprimé comme cette somme de conditions, il faut montrer que cette série converge, là, dans un certain espace fonctionnel, peut-être un espèce de Banach. Et donc le résultat, c'est effectivement que si alpha est diophantien, il existe effectivement un nombre, un petit nombre, tel que pour tout nombre epsilon plus petit que ce nombre, la série W ainsi construite converge. D'accord? Et donc, cette expression traduit bien le fait que le système dynamique perturbé, admet ces courbes comme courbes invariantes, tore invariant. Mais un nouveau phénomène apparaît. Certaines des courbes, donc ces tores, ces cercles, hein, certaines des courbes invariantes par le système non perturbé, donc les cercles, sont détruites. Donc ce sont des zones instables dans dans le système perturbé. Tandis que d'autres, la majorité, sont légèrement déformées en courbes qui restent invariantes. Voilà un exemple d'illustration, hein, de la courbe qu'on a construite au-dessus. Et alors, on est peut-être, alors justement, alors un grand nombre de dessins, vous verrez un grand nombre de dessins liés au théorème de KM, théorème de Kolmogorov-Arnold-Moser, qui sont typiquement ceux-là. Alors, ici, on représente le portrait de phase d'un système dynamique classique, à x, y, je sais, y cosinus x et y sinus x sur le cylindre. Et alors, on obtient donc des portraits de phase qui sont comme ça, où on a, alors ici, vous avez des zones de stabilité avec des trajectoires qui se referment. Donc là, le flow est calme, etc.
On a, si vous voulez, euh, le, le mouvement perpétuel fonctionne ici, mais là, on a un régime totalement différent. On a un régime hyperbolique, une zone d'instabilité où le comportement local est ergodique, donc des trajectoires partout denses. Donc, cette partition finalement de l'espace des phases en îlots de stabilité et régions d'instabilité, c'est les caractéristiques de la théorie de Kolmogorov-Ardon-Moser. Euh, on a des trajectoires périodiques ou quasi-périodiques dans les zones de stabilité. Et ailleurs, on a des comportements, alors ça, on les note comme ça. Et ailleurs, là où je mets une croix ici, hein, alors il y a une raison pour laquelle on met une croix ici, hein, c'est parce que c'est lié à l'analyse infinitésimale du comportement des trajectoires, hein. On a une trajectoire où le flow étend, un petit peu comme la pâte feuilletée, et une trajectoire où le flow contracte, hein. On appelle ça les flows d'Anosov. Et ces comportements de type hyperbolique ou de poincelle, on les voit. L'exemple le plus typique de flow d'Anosov, c'est la transformation du boulanger, donc la pâte feuilletée, ou le flow géodésique, qui envoie un point sur le point situé à plus courte distance dans une certaine direction, hein. Et le flot géodésique sur des surfaces de courbure négative. Ça, c'est un des premiers exemples de flow d'Anosoft, un exemple majeur, hein, de système totalement ergodique. Le flow géodésique sur les surfaces à courbure négative. Résultat très important. Autre exemple de système ergodique, hein, ce sont les billards de Sinaï. Alors les billards, par exemple, le billard elliptique, qu'on peut voir comme un aplatissement du tore. Et donc, vous regardez simplement dans le plan les chocs de trajectoire rectiligne et après réflexion, simplement par réflexion, en appliquant les lois de la réflexion de l'optique sur les parois d'un billard de forme quelconque. Et là, c'est Sinaï. Comme par hasard, Sinaï est un élève de Kolmogorov. Et lui, c'est vraiment le spécialiste donc des systèmes ergodiques de type billard. Donc, dans la théorie de Kolmogorov-Ardon-Moser, on généralise tout ce qu'on vient de voir. On part d'un système hamiltonien intégrable, H0, d'accord? Typiquement sur le produit d'un tore et d'un espace euclidien. Donc, on appelle ça aussi variable action-angle, ou angle-action, ici. Et donc, il faut supposer, alors sous la condition que l'application qui à I associe le gradient du hamiltonien en fonction de I, sous la condition que cette application-là soit donc non dégénérée, ça assure la généricité du résultat. Donc cette application-là doit être un difféomorphisme. Et sous la condition que H1, la perturbation qu'on va appliquer à cet hamiltonien de référence soit assez régulière, alors régulière en plusieurs sens, analytique, lisse, etc. Alors, sous ces conditions-là, qui sont quand même des conditions très générales, alors si epsilon est assez petit, la majeure partie des tores invariants, c'est-à-dire des tores non résonants, l'équivalent de alpha n'appartenant pas au rationnel, la majorité des tores invariants, pas tous, mais la majorité des tores invariants du système non perturbé subsistent, c'est-à-dire qu'ils résistent à la perturbation et se transforment en tores légèrement transformés invariants dans la dynamique perturbée. Donc c'est un résultat de stabilité en un sens topologique. Et en plus, le flow est linéaire sur ces tores déformés. Quand on dit la majeure partie, le sens à donner à ça, c'est que la mesure de l'extérieur de ces tores est nulle quand epsilon est petit. Donc, historiquement, première apparition de ce résultat, c'est Kolmogorov 1954. Ensuite, de nouveaux concepts apparaissent, notamment la diffusion de Arnold. Et ça nous donne, alors les conséquences sont multiples, hein, mais par exemple dans le plan, la présence d'un tore invariant,
c'est-à-dire un cycle hein, qui se répète avec mouvement perpétuel, implique un contrôle de la stabilité, puisque par exemple, si je prends un point intérieur ici, d'accord, il ne pourra pas sortir de la région du cycle. D'accord? Donc on a effectivement des résultats de stabilité en temps infini, littéralement infini, qui sont dramatiquement différents de ceux auxquels on pensait, par exemple, quand on pense à la régularité du type Lyapunov, etc. Euh, voilà, donc on a un contrôle topologique de la stabilité. Hein. Et donc si on met des contraintes, si on applique des contraintes, par exemple la contrainte d'être plan, sur des systèmes dynamiques, bon, il y a donc des chances que la théorie de Kolmogorov-Arnold-Bosser nous donne donc finalement des îlots de stabilité. Alors les preuves, pour terminer, les preuves ne sont pas les preuves du théorème de Kolmogorov et de ses successeurs ne sont pas évidentes, mais elles se simplifient progressivement au cours du temps. Évidemment, elles génèrent un certain nombre de controverses parce qu'on se demande si les théorèmes ont été réellement démontrés. On se demande si Kolmogorov avait fait une erreur au départ, dans sa preuve. Arnold, l'élève de Kolmogorov, soutenait que peut-être que la preuve de Kolmogorov n'était pas totalement complète, mais c'est typique, toutes ces questions sont typiques des grands, comment dire, des grands résultats de mathématiques, on va dire, et la productivité des mathématiciens comme Kolmogorov est telle que, on va dire, il s'attaque à 90% ou 95% d'un résultat, il va peut-être rester 5% à régler. Et là, c'est la tâche des élèves et la tâche des générations futures d'essayer de colmater ces brèches minuscules dans le nouveau vaisseau. La théorie est générale, la motivation initiale reste la mécanique céleste, mais toute la théorie de Kolmogorov-Ardensser est absolument générale. Et donc, c'était réellement une révolution effectivement dans le domaine de l'étude des systèmes dynamiques. Alors, quelle est la portée de cette théorie quand même? D'abord, elle représente une avancée théorique phénoménale sur le plan conceptuel. Elle dégage une foule de techniques, par exemple le théorème des fonctions implicites de Moser, les méthodes de réduction donc des systèmes dynamiques, la transformation de Kolmogorov, la résolution d'équations dans des espaces fonctionnels généraux, etc. etc. Elle donne aussi une crédibilité à des énoncés sur la quasi-stabilité du système solaire. Donc, par exemple, si les masses des planètes par rapport en unité de masse solaire, si les excentricités des orbites des planètes, si les inclinaisons des planètes sont assez petites par rapport par rapport au plan de l'écliptique, alors la plupart des trajectoires des planètes sont quasi périodiques, elles sont stables en temps infini. Hein. Donc, les questions, notamment posées par Poincaré, hein, sont effectivement résolues d'une certaine manière. Puisque Poincaré, évidemment, avait montré qu'on peut calculer les éphémérides avec des séries divergentes, qui nous donnent quand même, il appelait ça les séries asymptotiques, mais on doit s'arrêter en temps fini mais par contre, les séries ne nous disent rien sur le comportement à long terme des trajectoires. Mais en pratique, la petitesse qu'on requiert hein, que les théorèmes requièrent, hein, difficile de les connecter à la réalité. Et donc, pour comprendre, une fois qu'on a dégagé des concepts hein, par la théorie, pour mieux comprendre ce qui se passe en pratique, ce qu'on fait, c'est évidemment des simulations numériques. Et donc, pour tester la stabilité du système solaire, on fait des simulations numériques. Et là, on est littéralement porté aussi par les travaux littéralement des astronomes, notamment les calculateurs qui ont travaillé à l'IMCCE. Et là, je pense surtout à Pierre Bretagnon, à Franco, à Chaperon et à Chaperon-Touzé, tous les grands calculateurs, hein, on va dire, qui travaillent, dont le travail n'est pas très connu, mais qui est un travail absolument phénoménal
C'est grâce à eux qu'on peut prédire, la date exacte des éclipses de soleil et cetera. Et quand je dis date, c'est à la minute ou à la seconde près, d'accord? Heu, Au moins en théorie, parce qu'évidemment, il y a des phénomènes locaux tels que la réfraction, la météo et cetera qui peuvent altérer un bruit inévitable. Mais et donc la qualité des éphémérides est devenue telle et la qualité des éphémérides, à la fois analytiques et numériques, elle est devenue telle que, maintenant on peut intégrer effectivement ces équations, notamment avec la puissance des ordinateurs aussi. Donc les équations sont très gourmandes en calcul et donc on peut, heu, intégrer le système, heu, d'équations différentielles de toutes les planètes du système solaire en interaction totale, d'accord? Grâce à ces modèles numériques et c'est ce qui se passe notamment, c'est ce que font les astronomes comme, par exemple Jacques Lascar. Donc on est passé finalement juste pour terminer là-dessus, pour étudier la stabilité donc à long terme, à très long terme, du système solaire, on est passé presque à un stade empirique où on fait tourner, où on intègre ces équations, sachant elles recomposent, de manière très, très précise toutes les observations connues dans la période humaine. Alors, justement, quand on regarde, hem, la manière dont on peut, heu, finalement apprécier, heu, la la marche vers une instabilité potentielle dans le système solaire, on a vu qu'on s'intéressait d'abord au mouvement de la Lune, ce qui est notre satellite le plus proche. C'est normal on le voit bien, on peut l'observer assez facilement, donc c'est normal qu'on s'intéresse d'abord à lui. On a vu qu'il s'éloignait de nous, ou qu'il était animé de mouvements très, on va dire, difficiles à prédire sur le plan, calculatoire. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait pour, essayer de tester finalement si le système solaire, était stable ou non? Ben, ou si les mouvements des planètes, y compris leur propre rotation, étaient stables ou non dans les temps les plus longs, ben, on a regardé les observations anciennes. Et notamment, ça c'est le travail de Stephenson sur la rotation de la Terre. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, une éclipse qui devait passer qui est passée par Babylone, selon la théorie, devrait passer par Strasbourg. Strasbourg n'étant pas exactement au même endroit que Babylone, on avait des problèmes avec justement la théorie. Ces problèmes ne pouvaient s'expliquer que, essentiellement, via, via l'effet du ralentissement de la rotation terrestre. Donc les éclipses ont servi naturellement de balise, pour, essayer de calibrer finalement, le degré, d'instabilité du système solaire. D'abord, on regarde des tendances et des irrégularités séculaires et ensuite, évidemment, on peut s'intéresser à la stabilité. Autre façon de regarder, les tendances, qui s'éloignent de fluctuations, ça serait d'utiliser la relativité générale. Par exemple, pour Mercure, on sait que Mercure est une planète qui a été utilisée pour tester la relativité générale, l'avance du périhélien de Mercure, qui est un des premiers tests de la relativité générale. Donc, en suivant l'évolution justement de cette avance, hein, on peut regarder ça comme une quantité très sensible et peut-être développer des tests basés sur la théorie de la relativité générale pour regarder l'évolution, je dirais strictement l'évolution des trajectoires et du système dynamique des planètes en interaction. Une autre idée, c'est de s'appuyer sur la géologie et de regarder, par exemple, les traces dans les roches, des périodes glaciaires et interglaciaires, notamment par exemple les alternances marno-calcaires. Donc dans les épisodes de froid et de
de shows qui se succèdent et qui ont des effets enregistrables ou enregistrés dans les couches rocheuses. On détecte, et ça c'est le travail de Milankovitch, les cycles de Milankovitch, on détecte des effets astronomiques dans les roches. Et ainsi, c'est ainsi que, par exemple, Jacques Lascar a pu remonter en, en regardant finalement les traces les traces fossiles enregistrées dans les roches des cycles de Milankovitch. Donc, il a pu remonter à une soixantaine de millions d'années. Donc, évidemment, il n'est pas question d'observatoire ou d'éclipses anciennes. On est bien plus tôt dans le temps. Mais remarquez que cette échelle de temps est encore bien, bien inférieure à l'échelle des temps de la formation du système solaire, hein. Que là, on parle de milliards d'années. Mais donc, dans un ordre de grandeur qui serait hein, de, d'un dixième à un centième de la vie de notre planète, on voit qu'on peut déjà potentiellement déceler des changements. Mais je ne dirais pas que... alors, Lascar a testé énormément de scénarios possibles. Donc, on peut peut-être varier les scénarios et regarder lesquels mènent au désastre. Il n'en demeure pas moins que malgré tous ces travaux et malgré la possibilité de- d'apparition de zones très instables dans le devenir du système solaire, hein, des zones comme celle-là, les îlots d'instabilité, d'accord? Malgré ça, on peut quand même dire que le système solaire a été extrêmement stable euh, euh, au cours du temps. Et c'est peut-être en partie dû au fait que nous sommes justement dans ce cas-là où on a une quasi-périodicité qui est garantie en quelque sorte par le théorème de Kolmogorov-Arnold-Moser.